Quelle est l'idée générale de votre livre? Je crois que ça se résume fondamentalement par un mot, spoliation, élément qui simplement a pour conséquence de suivre un peu la mauvaise gestion des ressources pétrolières, particulièrement en ce qui concerne certains dossiers, un certain nombre de blocs pétroliers, Sénégal, Casamance, Saloum onshore, et évidemment un peu également le bloc de caisse avec le gaz et l'électricité. Vous avez dit que dans l'attribution de ces blocs, les autorités gouvernants n'ont jamais eu l'intention de faire les choses dans la transparence. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, moi je ne juge pas les intentions. Je juge les faits. Je dis que quand on regarde les faits, quand on lit les contrats, quand on regarde les décrets qui les ont approuvés, nous sommes fondés à dire qu'il y a eu des violations flagrantes de la législation, notamment le code pétrolier et le code général des impôts. Et ce qui nous induit à dire simplement que les conditions dans lesquelles ces attributions ont été faites sont des conditions de violation de la norme de droit. Donc moi je m'appesantis sur des faits et non pas sur les intentions des gens. Et ces faits découlent d'actes concrets pris par les autorités, soit de nature contractuelle ou alors de nature réglementaire. À vous entendre parler, qui sont les véritables responsables de cette spoliation? Vous savez, la législation encadre et fixe un peu le rôle des différents intervenants. Et quand il s'agit de l'État, évidemment les intervenants, c'est le ministre en charge de l'énergie, c'est le Petrosen à travers son directeur général, c'est le président de la République, évidemment qui signe en définitive le décret, et c'est peut-être accessoirement le ministre de l'économie et des finances pour tout ce qui concerne les aspects fiscaux et financiers. Donc si on doit situer un peu des responsabilités par rapport à cette situation, il faut la situer au niveau de ces autorités-là qui tous ont eu à intervenir d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, sur le processus. C'est un livre documenté, vous l'avez répété tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la collecte de ces documents? Bon, j'avoue que j'ai peut-être bénéficié d'un concours de circonstances. Moi-même, je détenais quelques éléments. J'ai pu m'en procurer beaucoup d'autres parce que, vous savez, dans ce pays, les gens ont tort de penser que tous les Sénégalais ou tous ceux qui sont dans l'État ou dans des sphères politiques sont tous pareils. Il y a des Sénégalais quand même qui ne se satisfont pas de ce qui se passe, qui déplorent, comme nous tous, ou plus que nous tous d'ailleurs, ces pratiques qui coûtent extrêmement cher au pays et qui ont tendance à collaborer avec ceux qui osent, ceux qui nos informations, peuvent les traiter correctement, mais aussi osent en parler publiquement. Et ces différents relais nous permettent d'accéder à la documentation et des informations qui en réalité devaient être disponibles parce que le code pétrolier lui-même impose à l'État de publier systématiquement les contrats et les décrets, ce qu'ils ne font pas. Et c'est parce qu'ils ont été mis dos au mur qu'ils se sont obligés d'en publier quelques-uns. Mais le code pétrolier en fait une obligation. La Constitution, avant, mais surtout depuis que le référendum est passé, a posé le droit à l'information par rapport à la gouvernance. Les citoyens ont le droit de savoir comment est-ce que les ressources sont gérées. Et on n'a pas besoin de faire des gymnastiques ou de jouer au James Bond pour avoir accès à des contrats ou à des décrets d'approbation. Mais malheureusement, quand on ne peut pas jouer la transparence, même sur ces aspects-là, on continue à les encadrer de secret, à les enfermer dans des archives secrètes, ce qui fait que ça renforce simplement la suspicion. Parce que quand on veut être transparent sur des ressources qui appartiennent à tout le monde et sur lesquelles la loi exige de publier, on n'a pas besoin quand même de cacher des documents. Pour prendre ce livre, vous avez certainement passé énormément de temps dans les dossiers, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Par rapport à votre expérience et par rapport à ce que vous en savez,
quel est l'enjeu majeur sur ce domaine-là, le pétrole et le gaz, pour avoir une indépendance, on peut rêver, totale à ce niveau-là? Bon, les enjeux, je crois que c'est d'ordre légal, législatif, d'ordre institutionnel également. Il faut réformer le code pétrolier qui a été voté en 1998 et qui me semble largement dépassé, ne répond plus aux conditions et aux exigences d'aujourd'hui. Ce code, me semble-t-il, est trop élastique et accorde trop de pouvoir à des autorités, trop de pouvoir de négociation. C'est le ministre qui s'enferme dans un bureau feutré avec des soi-disant investisseurs pour négocier pour une ressource aussi stratégique et qui appartient à tous les Sénégalais. Ce code ne fixe pas de manière très claire un certain nombre de choses, notamment les règles de partage et de répartition et des droits et de la production entre le peuple sénégalais représenté par son État et l'investisseur qui a droit également à gagner quelque chose parce qu'il a consenti beaucoup d'efforts, il a investi beaucoup d'argent. Les clés de répartition nous semblent complètement caduques, en tout cas et largement en faveur de l'investisseur et au détriment du Sénégal. Il faut aujourd'hui, maintenant qu'on a trouvé du pétrole, on le voit tous ces aspects-là, il faut des réformes institutionnelles en profondeur. Il faut qu'on ait des organes autonomes, indépendants, à l'image de ce qu'on a pour le secteur de la télécommunication ou les marchés publics avec l'ARMP et l'ARTP, mais des organes qui soient composés de sorte que les citoyens soient bien représentés par des journalistes, par des structures minières, par des mouvements citoyens, mais également par des représentants de l'État. Ce que n'est pas aujourd'hui le COS-Pétrogaz, qui, comme je l'ai dit tantôt, est un conseil des ministres bis, parce que dans la composition, il n'y a que des ministres et peut-être un député qui doit y figurer, des ministres et des directeurs généraux. Et il dépend de la présidence de la République qui assure la tutelle, le budget. Comment voulez-vous que cet organe surveille un peu la transparence dans la gestion des ressources naturelles? C'est autant d'éléments en tout cas qui me semblent être des enjeux importants. Maintenant, l'orientation également du produit de ces ressources, les gains que le Sénégal peut en tirer, pour que ce soit un bon levier pour propulser un développement endogène qui serve, en tout cas dont les fruits seront perçus par tous les Sénégalais, pour promouvoir l'emploi au Sénégal, notamment par la formation à un certain nombre de métiers particulièrement, pour créer les conditions des retombées locales, de sorte que quand nous sentions, nous Sénégalais, un peu moins le coût de la facture pétrolière et que les produits qui représentent beaucoup dans le budget des ménages puissent baisser considérablement, c'est autant de choses vers lesquelles il faut s'orienter. Vous avez lancé un défi aux autorités, vous avez dit que personne ne pourra vous démentir. Qu'est-ce qu'ils font de cette assurance? Non, j'ai dit que personne ne pourra me démentir. Je n'ai pas dit ça, parce que démentir quelqu'un, c'est facile, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord, etc. Je dis, ce livre doit marquer au moins deux choses non cumulatives. Soit à partir de ce livre-là, les gens n'ont pas de réponse consistante, documentée, pour contredire ce que j'ai dit. À partir de ce moment, considérons que le débat est clos et que les Sénégalais savent maintenant qui a fait quoi dans le pétrole. Soit les gens veulent contredire, alors j'ai dit en ce moment, soit ils n'ont qu'à produire un livre, ou alors ils n'ont qu'à accepter un débat public sur la question. Ce débat, nous l'avons sollicité depuis longtemps. Le gouvernement n'a jamais accepté ou n'a jamais osé. Il ne fait même pas de conférence de presse, il fait des points de presse, comment ils appellent ça? Déclaration de presse. Je crois que c'est nouveau dans le jargon de la presse, où ils viennent lire ce qu'ils veulent lire, ils donnent, ils s'en vont. Mais pour des questions aussi centrales, je crois qu'il faut qu'ils acceptent de venir au débat. Et je le disais tantôt, nous ne débattrons pas avec n'importe qui, nous débattrons avec des autorités politiques qui ont la responsabilité de ces dossiers. Ça commence par le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Économie et des Finances, le Premier ministre et le Président de la République, en dehors de ces questions-là, et peut-être les techniciens, s'ils en ont de Petrosen. Mais en dehors de ces gens-là, nous ne sommes pas là pour polémiquer avec des politiciens professionnels qui ne savent même pas de quoi ils retournent et qui sont là pour essayer de brouiller les pistes. Si ces gens-là n'osent pas venir débattre, moi je considère et je demande à tout le peuple sénégalais, après avoir lu le livre, de considérer que ce que nous avons dit est fondé et que ça leur permet de savoir qui a joué quel rôle dans la gestion nébuleuse de notre pétrole.
Oui, M. Sonko, concernant l'interdiction de l'apparition de votre livre sur le territoire sénégalais, ce matin, il y a la direction de la surveillance du territoire qui dit qu'il n'était pas du tout au courant d'une quelconque censure. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, pas par nous, parce que depuis que ce livre est paru, je n'ai fait aucune déclaration à la presse. Je crois que c'est la presse française qui a la primauté des déclarations que je fais. Donc je n'ai jamais personnellement dit que le livre a été interdit. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas trouvé d'éditeur au Sénégal. Par contre, ce que j'ai dit sur ma page Facebook, en réponse à quelqu'un d'ailleurs qui commentait, c'est que nous avons discuté avec quelques éditeurs au Sénégal qui, après avoir lu le manuscrit, ont considéré que ça pouvait leur poser problème de le publier et nous ont recommandé, pour que ça aille très vite, de l'externaliser. Ce que j'ai fait, parce que ce qui était important, c'était que le défi, c'était que le livre paraisse. C'était pas d'être là à courir derrière 1000 éditeurs, de perdre 2 ans. D'ailleurs, c'est le contenu du livre, s'il n'était pas sorti maintenant, peut-être dans 4 mois ou 5 mois, c'était caduc. C'est autre chose qui se passe. Et donc, nous, notre défi, c'était de l'écrire d'abord. Et on l'a écrit en 1 mois. Et une fois qu'on a fini de l'écrire, de le faire paraître.